Bon, on va commencer, puis ça va arriver petit à petit. Alors moi, je suis Virginie Troy, je suis la déléguée générale du Fonds Croix-Rouge française. Donc à la suite de Monsieur Mattei ce matin, je souhaitais remercier chaleureusement Anne-Cécile Robert et toute l'équipe du monde diplomatique, notamment l'association des Amis, qui s'engagent pour que de tels débats aient lieu en français et surtout aussi à travers la plume critique et indépendante des contributeurs au journal. Là, il ne faut pas lâcher. Un grand merci à l'IRD qui a cru à la mission du Fonds dès sa création et qui défend, à nos côtés, la nécessité d'un soutien renforcé à la recherche au Sud, fondamentale, et ça nous y tenons, et appliqué. Et au gouvernement princier de Monaco, convaincu que l'action sur le terrain ne peut se passer de réflexion. Merci enfin au centre de crise et de soutien qui nous permet, à travers ces événements, d'aller jusqu'au bout. C'est quoi aller jusqu'au bout en recherche? C'est ne pas s'arrêter à produire, c'est diffuser, c'est donner sens auprès de ceux qui peuvent utiliser les résultats et donner forme à travers des publications ou des enseignements. Alors cet après-midi, pourquoi vous parler de la localisation de l'aide humanitaire? Tout d'abord, c'est un sujet qu'on a au fond depuis le début. Je pense qu'on a fondé notre mission sur la diversité des points de vue en privilégiant les perspectives locales. Vous avez pu le constater ce matin. Il nous a paru évident qu'après des décennies d'action humanitaire internationale, les acteurs et auteurs du Sud étaient trop peu visibles, que ce soit dans la littérature ou les réflexions. Et cela, ce n'est plus possible. Je pense que dans la démarche du Fonds Croix-Rouge, la première étape de ce qu'on appelle la localisation de l'aide, c'est peut-être cela, penser l'aide internationale localement. Alors je ne vous le cache pas, dépasser notre ethnocentrisme occidental, ou qui peut être aussi une façon pour les ONG de regarder le monde à travers son nombril, est un défi. C'est un défi parce qu'on se rend vraiment compte qu'on ne se connaît pas. Les chercheurs du Sud, chercheurs du Nord, et même lorsque nous allons travailler dans un pays, nous l'avons fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, on s'est rendu compte que les chercheurs et ONG d'un même pays ne travaillaient pas encore assez ensemble et ne se connaissaient pas non plus. C'est vrai qu'ensuite, le jeu des zones linguistiques enferme encore un peu plus les clubs, ainsi que de grandes inégalités dans des possibilités de s'exprimer. Se déplacer pour un colloque, intervenir en anglais ou disposer des capacités technologiques pour être très réactif sont encore trop souvent des critères discriminatoires dans le champ humanitaire. Lorsque nous échangeons avec vous tous et que nous essayons d'intégrer les uns et les autres à des tables rondes internationales, on se rend compte que c'est souvent là que ça bloque. On se retrouve avec des nationalités qui sont forcément financées par leur gouvernement, qui trouvent des crédits ou qui peuvent facilement passer d'une langue à une autre. Du moins, je parle des langues européennes. D'ailleurs, je dois vous annoncer avec tristesse que notre collègue soudanais du réseau NIR n'a pas pu venir pour aujourd'hui, car il n'a pas obtenu son visa à temps. Donc il n'a pas pu prendre son avion lundi, et il m'a néanmoins chargé de vous transmettre un message que je vous lirai lors du panel. Alors, venons-en à la localisation, entre guillemets, de l'aide. Cette localisation, en fait, n'a pas encore trouvé de définition, ni de traduction claire. Ce panel, cet après-midi, est organisé en écho aux recherches de ce matin pour, nous espérons, ressortir ce soir avec des idées plus claires et pourquoi pas un terme adapté en français. Donc là, on va être aussi en brainstorming et j'espère qu'on va réussir à y travailler tous ensemble. Alors, quelques dimensions de cette dite localisation. Il y a l'accès aux financements internationaux et les modalités, la coordination de l'aide dans les pays bénéficiaires, le renforcement des capacités, dont on parle depuis longtemps et qui n'a pas forcément fait ses preuves, la relation avec les normes et principes humanitaires, la bonne gouvernance et l'efficacité de l'aide. Finalement, ce matin, c'est un peu ce qu'on a entendu. Chaque chercheur, dans chaque perspective nationale, a abordé une de ces facettes locales de la transition humanitaire. Alors que ce soit dans le quotidien de l'humanitaire, dans le rapport entre l'État et les ONG, entre les ONG elles-mêmes, ou dans l'interaction avec les bénéficiaires. Et même au cœur de la gouvernance des ONG. Plusieurs événements ont attiré notre attention ces 2 dernières années. La localisation de l'aide, c'était une intuition. Et puis, il y a eu
déjà, le rapport de Gingerich et Cohen d'Oxfam, qui nous a bien secoué avec le rapport, vous avez certainement lu, Turning the Humanitarian System on its Head, en 2015, qui nous a bien alerté que moins de 2% de l'assistance humanitaire annuelle entre 2007 et 2013 allait directement aux acteurs locaux. Ensuite, ce fut le sommet mondial humanitaire de 2016 qui a placé la Aid Localization au sommet des priorités de l'action humanitaire internationale. La même année, le réseau d'ONG du Sud NIR voit le jour et la charte pour le changement, Charter for Change, est lancée. C'est une initiative menée par les ONG nationales et internationales pour mettre en place concrètement les mesures pour doter le système humanitaire de réponses aux crises beaucoup plus locales. Et même avec tout ça, ne fait-on pas fausse route? Ne reste-t-on pas au stade du formatage et du discours? N'y a-t-il pas des idées reçues dans le terme local ou de l'hypocrisie quand on parle de réponse locale? On a aussi parlé beaucoup d'éthique ce matin. Au bout du compte, quand on reprend les 4 principes éthiques d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice qui ont été cités ce matin, est-ce que ce mouvement pour la localisation de l'aide n'est pas simplement plaidé pour la mise en œuvre d'une aide humanitaire plus éthique? Alors il est urgent qu'on en discute tous ensemble. On a mis un point d'honneur à inviter cet après-midi des ONG pour répondre aux chercheurs ce matin. Des ONG transnationales du Nord, du Sud, comme Handicap International, Enda Santé, Alima, des plateformes du Nord, du Sud aussi. Et ils sont venus de loin pour entrer en conversation avec vous. Et c'est Madame Anne-Cécile Robert qui animera ce débat ensuite et vous en dira plus sur tous nos panélistes. Pour lancer ce débat, nous avons invité 2 grands témoins et acteurs des transformations humanitaires. Alors, un médecin et un économiste, chacun vite passionné pour l'administration en lien avec les relations internationales, la coopération, le multilatéralisme, l'action des ONG. Et enfin, pour occuper des postes de direction au sein des organisations les plus influentes en termes soit de réseau opérationnel ou de financement sur ce sujet de la localisation. Alors, Monsieur Gary Coney, vous êtes sous-secrétaire général des programmes et opérations de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous travaillez quotidiennement avec les 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Ancien Premier ministre d'Haïti, vous avez été aussi directeur du Bureau régional pour l'Afrique du Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet de l'UNOPS. Je dois dire une petite parenthèse, nous sommes vraiment heureux qu'on parle un peu de la Croix-Rouge. C'est finalement assez drôle que ce réseau, qui est le plus ancien réseau humanitaire au monde et le plus grand aussi aujourd'hui, ait été très peu évoqué finalement ce matin. Et qu'on parle aussi de son action sous ses différentes perspectives, que ce soit internationales ou locales. Monsieur Klaus Sorensel, vous êtes conseiller principal pour la résilience, l'aide humanitaire et la réponse aux crises au Centre européen de stratégie politique. Vous avez été le directeur général pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européenne de ECHO, qui a pour mission de porter assistance et secours d'urgence aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. Un grand merci et je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde et vraiment merci de nous avoir impliqués dans cette discussion. D'abord, je vous promets d'être très bref parce que je sais que dans ce genre de forum, l'intérêt, et je vous dirai tout à l'heure quand commencer s'il vous plaît, l'intérêt c'est surtout le dialogue et les échanges. Et je vous avoue que quand je dis à un auditoire que je vais être bref, depuis que j'ai intégré le monde humanitaire, je suis reçu avec un certain niveau de scepticisme. Et je vous avoue que pendant longtemps, je n'avais pas compris pourquoi. Jusqu'à ce que récemment, un collègue qui devait parler pendant 15 minutes parle pendant plus d'1 heure de temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'après une demi-heure, tout le monde s'en va, sauf une personne. Et après sa présentation, il va vers la personne et il lui dit « Je suis content que vous soyez resté jusqu'à la fin. Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé mon argumentaire tellement percutant ?» Et la personne lui dit « Mais non, vous savez, je parle après vous. » Donc, c'est tout ça. Donc, je vis dans la crainte constante de n'avoir dans la salle qu'une personne. Et la personne est là parce qu'elle parle après moi.
quand on arrive à un certain niveau dans sa carrière professionnelle, on a l'avantage d'avoir des gens brillants qui préparent un peu le premier jet de vos présentations et vous avez la chance d'apporter des corrections et vous donner une présentation et les gens ont l'impression que vous avez vraiment, vraiment bien travaillé le sujet. Et je vous avoue qu'à la Croix-Rouge, j'ai de ces talents qui m'ont aidé à préparer la session du jour, mais cependant, voilà, j'arrive en ce moment même d'une visite de la République dominicaine et d'Haïti. Et j'ai déchiré la présentation. J'ai pensé qu'il serait peut-être plus opportun pour moi de partager avec vous l'expérience que je viens de vivre vendredi, parce que je pense que ça symbolise davantage le concept de la localisation, en tout cas pour la fédération. Donc, vendredi dernier, on a été avec le secrétaire général à Santiago de los Caballeros, qui est une petite ville, la deuxième ville de la République dominicaine, qui se trouve au nord-ouest de Santo Domingo. À peu près 1 million de personnes, mais 600 000 personnes environ en zone urbaine. Et on a été visiter ce grand bidonville, hein, une communauté qui peut se retrouver autant au Brésil que dans les pays de l'Afrique sous-saharienne ou même maintenant des pays les plus avancés. On a une communauté rendue vulnérable par la surpopulation, l'accès difficile aux services de santé, le manque d'éducation, la criminalité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cette communauté, en tout cas pour moi, avait un aspect un peu particulier. Vous voyez, presque la moitié de la communauté est composée d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont immigré en République dominicaine depuis des années pour travailler dans les grandes plantations de sucre. Et l'autre moitié, évidemment, ce sont des Dominicains. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette communauté, ils vivent côte à côte. Il n'y a pas un coin haïtien et un coin dominicain. Et donc, on passait de maison en maison et on entendait l'espagnol et puis ensuite le créole. On voyait le arroz con pollo et à côté, il y avait le griot. Donc, c'était une communauté où vraiment, il y a cette vulnérabilité chronique et de manière cyclique, on a des épisodes de choc. Donc, on a visité la communauté et elle a aussi la particularité d'être en marge d'une arrivée d'un conduit d'eau assez important. Et lors des périodes de grandes pluies, on a de grandes inondations avec tout ce que ça apporte. Épidémies, maladies, pertes en vies humaines, destruction de propriétés, exode, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dans cette communauté, il y a une autre particularité. Les volontaires de la Croix-Rouge sont présents avant, pendant et après les crises. Ils ont la responsabilité de ce que nous appelons dans ma culture, la culture haïtienne, d'apporter un accompagnement à cette communauté. Et ce qui est intéressant dans la définition de l'accompagnement chez moi, c'est que quand on s'engage à accompagner un individu ou une communauté, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on termine. Parce que par définition, c'est celui qui est accompagné qui finalement nous dit « Écoutez, voilà, maintenant je peux faire le reste du chemin seul ». Donc, dans cette communauté où nous avons ces volontaires qui sont présents et qui accompagnent, qui comprennent la culture, qui savent où se trouve cette dame qui est enceinte, qui comprennent où se trouve ce monsieur handicapé qui ne pourra pas se sauver seul, qui connaît bien les atouts et les difficultés d'accès, qui comprend un peu le risque. Cette présence continue est pour moi la définition même de ce qu'on entend par la localisation de l'aide. C'est cette présence continue, cet accompagnement qui commence avant, durant et après les crises. Évidemment, la République dominicaine est un pays à revenus moyens, qui a beaucoup plus de facilité que, par exemple, ce qu'on aurait pu trouver en Haïti. Et pourtant, une fois la crise passée, cette communauté se retrouve tout à fait seule. Donc, la grande question et la manière de fonctionner pour nous en tant que fédération, en tant que mouvement, c'est de s'assurer que cette présence soit aussi efficace que possible pour qu'elle puisse aider la communauté non seulement en période de crise, mais bien avant, et aussi s'arranger pour que la communauté puisse gérer le risque autant que gérer le désastre. Et c'est ce que nous faisons un peu partout à travers les milliers de communautés dans lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, le monde comprend, et depuis la grande réunion sur l'humanitaire à Istanbul et le Grand Bargain, qu'il est nécessaire pour nous de repenser notre stratégie d'assistance et d'appui aux communautés qui sont en difficulté. Et effectivement, ils ont introduit ce concept de localisation sur laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas encore d'entente.
Il y en a qui disent que ça doit vouloir dire un financement beaucoup plus direct aux organisations qui sont présentes. Mais il y en a aussi qui disent que cette localisation a des difficultés parce qu'il y a les principes d'impartialité qui disparaissent. Est-ce que vraiment quelqu'un qui vit et qui fonctionne dans cette communauté à temps plein peut vraiment être impartial? Est-ce qu'on peut vraiment respecter les principes humanitaires quand on vit journellement avec des gens et qu'on voit un peu la situation de ces différentes communautés? Mais la vérité, et vous voyez ici le grand risque et la conséquence des inondations, la conséquence, c'est que nous comprenons aujourd'hui que cet investissement dans la capacité de ces organisations pour pouvoir jouer les rôles sera déterminant pour le succès de nos opérations dans l'avenir. Il y a aussi une composante qui est très importante qui se dégage de notre expérience. C'est cette dissociation artificielle que l'on fait entre l'humanitaire et le développement. Nous avons vu en Haïti, par exemple, que des volontaires qui sont impliqués dans la vaccination et qui font du développement, en période de crise, ne sont pas utilisés du tout pour pouvoir aider la communauté à répondre au choc. Et en même temps, nous avons des milliers de volontaires qui sont là et qui réagissent aux urgences, qui ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui est vaccination, dans tout ce qui est sécurité alimentaire, dans tout ce qui est réponse sanitaire, parce qu'il y a cette dissociation, à la fois dans le financement et dans la poche. Donc, aujourd'hui, le cas que nous sommes en train de faire, c'est que la présence locale permettra de souder le lien entre ce que certains appellent développement et ce que les autres appellent, ce qui représente la catégorie humanitaire. Le troisième élément qui est très très important dans l'expérience que nous avons vécue, c'est la nécessité de redéfinir le partenariat entre les différents acteurs et de s'assurer qu'au centre de la prise de décision se trouvent ces acteurs humanitaires. Et ça, pour nous, à la Croix-Rouge, c'est très important. Comme beaucoup d'autres organisations, nous avons toute une structure qui nous permet de récupérer le financement et l'appui international. Nous avons aussi des sociétés nationales qui ont plus de capacité, qui appartiennent surtout aux pays du Nord, qui en général amènent leur appui, leur expérience et leurs expertises aux sociétés nationales. Mais au centre de la réponse, le pouvoir de décision, la définition des priorités, la coordination et la cohésion de ce qui se fait est aux mains de la branche et du volontaire qui se trouve activement impliqué dans la communauté depuis plusieurs années. Le modèle de la Croix-Rouge, donc, permet de faire le lien entre tout ce qu'il y a au niveau international comme ressources et ce qui se passe et qui doit se passer au niveau local. Et le dernier point, je vais m'arrêter là. Nous, on a compris que la localisation en soi ne peut pas être une fin, mais un moyen. Et pour être efficace, on doit aussi se mettre d'accord sur une redéfinition du succès en matière de réponse humanitaire. On ne doit plus définir, je vais vous donner un exemple pratique, on ne peut plus continuer à définir le succès en matière humanitaire par le nombre de personnes qui auront reçu de l'aide à un moment X. Vous êtes certainement au courant et vous avez certainement vécu, beaucoup d'entre vous ont dû même participer à la réponse humanitaire qu'on a eue en Haïti après le tremblement de terre. 2 ans plus tard, je me trouvais à la primature responsable de gouvernement. Et la première semaine, j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais comme ressources, puisque le tremblement de terre était donc devenu une nouvelle réalité dans la vie haïtienne. Et je voulais avoir un bilan de notre capacité à réagir si un autre tremblement de terre survenait pendant la période où nous étions au gouvernement. J'ai eu la tristesse de constater qu'en fait, 2 ans après le tremblement de terre, Haïti était moins capable de répondre à l'urgence qu'elle ne l'était avant le tremblement de terre de 2010. Donc la réponse et l'accompagnement qui a été donné par la communauté internationale, bien que de bonne foi, a laissé les systèmes plus fragiles en 2012 et je dirais même jusqu'en 2017 que ces systèmes ne l'étaient avant le tremblement de terre. Donc quand on pense à la réponse humanitaire, on est obligé d'intégrer le renforcement de la capacité des nationaux et des locaux pour pouvoir se prendre en main si jamais il doit faire face à une crise similaire. Donc, si vous permettez, je vais m'arrêter ici. Et encore une fois, j'ai hâte d'avoir vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gary, aussi, de me rappeler que quand on travaille dans une bureaucratie, on reçoit des discours
Et c'est vrai qu'on les déchire de temps en temps. Maintenant, j'ai quitté une grande bureaucratie, la Commission européenne, et personne ne m'a fait de discours. Alors, je l'ai fait moi-même sur des petits bouts de papier dans l'avion de Copenhague jusqu'ici, parce que hier et avant-hier, j'étais justement animateur d'une grande conférence sur The New Way of Working, la nouvelle méthode de travail entre humanitaires et ceux du développement, qui justement voulait servir à construire le pont, comme vient de le dire Gary, entre ceux qui sont dans l'urgence et ceux qui travaillent sur la sortie de crise et sur la reconstruction et sur le développement. Et nous savons tous que, pour avoir maintenant entendu ce qui s'est passé en Haïti, qu'il ne sert pas à grand-chose. Je suis peut-être un peu cynique. Il ne sert pas à grand-chose de sauver la vie d'un petit enfant mal nourri pour que ce petit enfant, l'année d'après, meure dans une famine. Parce qu'on n'a pas vraiment eu les moyens de vraiment s'attaquer aux causes profondes de ces désastres qui surgissent. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai pris connaissance il y a une semaine du nouveau grand appel à financer la crise dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria et au Yémen. Et je constate malheureusement que c'est un appel classique, c'est-à-dire un appel à l'urgence. Nourrissez, construisez, faites quelque chose dans l'urgence, très bien. Mais j'étais un peu embêté parce que je croyais qu'on avait tous promis qu'il fallait, dans ces appels-là, avoir déjà des pistes pour avoir des résultats communs à moyen et à long terme pour que l'humanitaire puisse être le point de départ d'un processus qui rendrait peut-être le désastre prochain moins probable. Alors on est dans cet engrenage et cette difficulté de sortir du court terme et aller vers le moyen terme. Mais c'est parce que, Gary, ça a fait tilt dans ma tête quand vous avez évoqué Haïti, où d'ailleurs j'ai visité plusieurs fois, et effectivement, c'est une situation très, très compliquée. Moi, je voulais dire aussi que j'étais très content de venir ici, non seulement Monde diplomatique et la Maison du Monde, que je respecte beaucoup, mais aussi sous la bannière de la Croix-Rouge, et surtout de la Fédération. Parce que, au fond, la Fédération regroupe la tradition historique de la localisation. C'est vraiment une construction qui a été conçue pour mobiliser les forces dans les pays, qu'ils soient peut-être plus ou moins proches d'un gouvernement, que le gouvernement soit plus ou moins gentil avec les citoyens ou plus ou moins démocratique, mais néanmoins, le concept est là. Et on a fait pas mal de chemin ensemble depuis fort longtemps. La Fédération, avec la Croix-Rouge de Genève, hein, la grande organisation de Henri Dunant, qui gère le système juridique, etc., et qui s'adresse aux grands problèmes où les fédérations font défaut, parce que justement, ils sont coincés, peut-être par un régime néfaste ou quelque chose de compliqué. Mais la fédération, il ne faut pas oublier, c'est pas aujourd'hui qu'on invente le concept de la localisation, parce que toutes ces fédérations-là ont fait du travail de localisation. Et je voulais le dire d'entrée de jeu. Alors, on a parlé de Haïti. Moi, je pouvais vous donner beaucoup d'exemples où, si on creuse un peu, on se rend compte qu'au fait, c'est l'action locale avec les locaux qui est très souvent le plus efficace. Bon, je fais abstraction de certains cas très, très particuliers où, évidemment, la communauté locale ne peut pas faire venir du vaccin. Et là, il faut des experts. Je parle d'Ebola, etc. Mais même dans le cas d'Ebola, à un moment donné, et malheureusement un peu trop tard, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument, dans chaque village, mobiliser les forces locales. Il fallait mobiliser ceux qui pouvaient parler de culture, qui pouvaient apprendre comment on faisait les funérailles, parce que le gros problème d'Ebola, c'était qu'il fallait embrasser le défunt, et le moment où on embrasse le défunt, hop, le virus repart, etc., etc. Et sans réseau très, très local, très, très près des citoyens, qui puissent exprimer les choses selon les normes de la culture locale, on arrive à arrêter l'épidémie.
Mais c'est la même chose, tremblement de terre au Népal. Ça nous a pris 7 jours, 10 jours pour venir dans les villages lointains. Et pourquoi? Parce qu'il y avait toutes sortes de barrières, l'aéroport ne marchait pas, le militaire verrouillait partout. Et s'il n'y avait pas eu des forces vives sur le terrain, on aurait perdu beaucoup plus de vies d'hommes. Et malheureusement, on en a perdu beaucoup. Mais ça démontre combien c'est important d'avoir une capacité locale. Même chose dans les Philippines avec l'ouragan Haiyan. On avait construit d'ailleurs avec votre argent, l'argent du contribuable européen, on avait construit du disaster preparedness, hein, des structures qui pouvaient opérer tout en attendant que les avions viennent et le grand navire américain, etc., qui malheureusement, ça prend 7 jours avant que l'aide arrive. Et entre-temps, les gens sont morts s'il n'y a pas une capacité sur le terrain. En Colombie, en Syrie, vous imaginez bien que ce n'est pas des gens comme vous et moi qui puissent se balader à Homs et à Alep. Si on n'avait pas eu le croissant rouge de la Syrie qui pouvait agir là-bas, qui d'ailleurs ont perdu un nombre considérable de leurs hommes et de leurs femmes, on n'aurait pas pu venir à l'aide de familles à Homs ou à Alep, etc., parce que c'était ceux-là qui comprenaient, qui savaient où se trouvait le tunnel, qui savaient où il y avait accès, qui savaient où les besoins se trouvaient, évidemment avec l'appui tant bien que mal de la communauté internationale, mais c'était quand même eux qui étaient sur la ligne de front et qui faisaient le dur travail. Il y a eu beaucoup de discussions sur leur affiliation politique ou pas politique. Moi, je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais in fine, ils ont quand même sauvé beaucoup de vies humaines. Alors, pour vous dire que la localisation, déjà, ça existe. Deuxièmement, c'est absolument nécessaire. Et j'en viens aux petits états d'âme qu'on puisse avoir sur est-ce que c'est correct, etc. La question de l'impartialité a été évoquée. Je pense que cette question, c'est une question qui se pose tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas seulement les acteurs locaux, mais c'est aussi l'honorable ONG de l'Ouest ou du Nord qui débarque, qui doit se faufiler entre des rebelles et un gouvernement et qui est sous pression et qui comprend que si on ne donne pas un peu par là, on n'arrive pas vraiment à avoir accès ici et on est dans des compromis éternels et qui, de temps en temps, je parle maintenant de la Croix-Rouge à Genève, qui, si vraiment ça devient trop dur, on retire, mais le coût de se retirer, c'est la mort des pauvres gens qui sont au milieu de la crise et qui ne peuvent pas se retirer. Alors ce dilemme moral n'est pas lié nécessairement à la localisation, c'est un dilemme quotidien, je pense, pour beaucoup d'humanitaires qui rencontrent cette situation dans les différents cas. On se fait manipuler, on essaie d'être gentil avec un gouvernement complètement débile, mais il faut quand même travailler avec eux. Enfin, vous connaissez toutes ces histoires-là. Et ce n'est pas la localisation en elle-même qui crée le problème. Je pense que de temps en temps, ceux qui travaillent sur le plan local peuvent même nous faciliter la vie en gérant ces différentes situations. Risque fiduciaire. Il y a beaucoup de corruption, il y a du détournement de l'aide, et c'est vrai qu'il y a des situations où aussi dans la culture locale, chacun prend leur petit morceau. Quand il y a un commerce qui se déroule, c'est pas exactement comme la TVA, hein, c'est pas tout à fait comme ça. Nous, on connaît le TVA. Il y a peut-être des gens qui pensent que le TVA et les impôts, c'est le vol organisé. Mais dans d'autres pays, c'est la façon d'organiser les choses. Et je crois qu'il faut avoir une toute petite flexibilité intellectuelle quand on regarde ça. Évidemment, si ça devient trop cru, trop violent, on s'arrête, etc. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement plus risqué avec la localisation. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent bien qu'une aide localisée, surtout si
on donne une occasion aux femmes de se manifester dans des groupes pour recevoir de l'aide et la distribuer, très souvent c'est plus clean, hein, c'est plus propre que ce qui est distribué par certains de nos gentils collaborateurs qui ne contrôlent pas tous les éléments de la situation. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller. Il y a des formules, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait nous emmener à dire que la localisation est plus corrompue ou plus risquée. Il suffit de prendre un certain nombre de précautions et je pense que là, on pourrait démontrer, et on a déjà démontré que les choses se passent bien. Je ne veux pas minimiser le problème, hein, parce que le problème existe. Je pense qu'il faut tous qu'on fasse un effort pour être aussi propre que possible. Et évidemment, s'il y a des soucis, il faut accompagner l'action de localisation avec un transfert de connaissances et de gestion. Il faut qu'on les aide à tenir les comptes, à vérifier, peut-être à faire des audits, etc., etc. Et ça m'emmène d'ailleurs à une de mes conclusions, c'est que quand on parle localisation et qu'on souhaite donner de l'argent directement, peut-être pendant une bonne période, ça devrait se dérouler en partenariat avec des ONG du Nord qui connaissent bien tous ces genres de méthodes. Et puis après, bon, la chose se développe et ils apprennent et puis ça marche mieux. Mais pour avoir beaucoup voyagé en Afrique et au Moyen-Orient, je dois dire que j'ai vu des opérations locaux très très professionnels et qui sont même meilleurs que ce que j'ai vu dans d'autres circonstances parmi nos honorables humanitaires. Alors je ne crois pas qu'il faut montrer du doigt, il faut regarder chaque cas par cas, voir comment ça se passe, etc. Alors il y a d'autres problèmes, mais là je dirais venant d'une grande bureaucratie telle l'Union européenne où tout est martelé dans des textes juridiques avec un parcours d'audit, avec un comité du contrôle budgétaire du Parlement, avec des parlementaires qui veulent savoir tous les détails, etc. On est dans un carcan. C'est très difficile d'avoir une quelconque flexibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'ONG, sûrement ici présents, se plaignent des règles d'éco, hein, de ma vieille organisation, parce qu'il faut remplir toutes ces formules, etc. etc. C'est compliqué. Alors il y a un vrai problème sur comment est-ce que l'Union européenne puisse contribuer à cet objectif de donner 25% des fonds aux opérateurs locaux. Parce que c'est ça l'objectif qui a été fixé à Istanbul. Et bon, il y a une petite phrase qu'il faut lire avec beaucoup d'attention, à la loupe, hein, aussi directement que possible. Ça veut dire qu'il y a un échappatoire là, qu'au fond, on n'a pas besoin vraiment de le faire, mais on le fait tant bien que mal, etc. Et là, je suggère à mes anciens collègues, et je dis ça aussi au niveau politique, il faut quand même faire attention. Je pense que c'est une promesse morale, vraiment de montrer qu'on a essayé d'aller de l'avant. Il ne suffit pas de faire des inventaires sur combien de partenaires est-ce qu'on a sur le plan local, et puis oublier qu'il faut quand même démontrer qu'une partie du denier public a été versée directement, avec un certain nombre de garde-fous, mais il ne faut pas essayer d'échapper par la petite porte. On a promis, alors il faut livrer. Hein, et je viens au consortium NIR, quand on était dans la cave, là, sous l'hôtel intercontinental, je crois que c'était, où ils ont lancé la fameuse organisation NIR. Moi, je me suis levé et j'ai dit, bon, voilà, félicitations aux mamans et aux papas pour le nouveau bébé, le NIR, qui vient. Je suggère que vous, peut-être, vous serez le répositoire de surveillance sur cette promesse des 25%. Parce que NIR, c'est l'association de toutes ces organisations du Sud qui se tiennent par la main et qui souhaitent que plus de ressources leur sont attribuées directement. Et je crois qu'ils sont beaucoup mieux placés que des gens de la DG ECO ou des gens du Nord pour vérifier que cette promesse, évidemment, soit honorée.
Autre petit souci, c'est que dans nos règles juridiques, au fond, pour l'instant, la Commission européenne n'a pas la possibilité juridique de donner l'argent directement. Parce que quand la législation a été écrite en 1996, l'inquiétude sur la bonne gestion par les ONG du Sud était telle qu'on disait non, il vaut mieux passer par nos propres organisations, etc. Et c'est ce qui se trouve dans les textes. Alors on est un peu, mes anciens collègues sont un peu coincés. Moi je leur ai suggéré de changer ça. Bon, maintenant ils sont occupés à créer la défense commune, à créer l'euro, enfin à rafistoler l'Union européenne. Alors ils ont d'autres choses, ils ont des gros problèmes, et on va voir ce qui va se passer. Moi je prie le bon Dieu que les choses vont bien se passer. Alors c'est peut-être pas la première urgence, mais je pense que quand même à un moment donné, il faut revoir la législation de base. Alors, vous comprenez bien que pour moi, et je termine avec cela, ce n'est pas une question si oui ou non il faut aller dans cette direction. Ça me paraît absolument évident. J'ai toujours été frappé d'un paradoxe, c'est-à-dire que dans la politique de développement, il y a passablement de lignes budgétaires et de projets qui visent directement le soutien à la société civile des pays bénéficiaires, aussi avec l'argent qui vient directement. Tandis que dans l'humanitaire, on n'est pas capable, on n'a pas vraiment été capable d'avancer dans cette direction. Et je trouve que c'est un peu curieux. On a parlé ce matin, je crois, de l'affinité culturelle, les gens qui comprennent mieux, qui comprennent ce qui se passe dans les sociétés. Gary vient de dire, et il a absolument raison, que les gens du bled local, ils étaient là avant, et ils sont là durant la crise ou le désastre, et ils restent après. Ça veut dire qu'ils sont mieux préparés après pour éviter ce qui risquerait de se passer dans 2-3 ans. Ça veut dire, au fond, ils apprennent, et c'est utile de les soutenir pour que cette opération soit permanente dans la moyenne durée. Et finalement, et je m'arrête avec ça, je pense que sur le plan du coût-efficacité, c'est pas idiot. Parce que de temps en temps, on coupe certains intermédiaires. Quand je dis ça aux organisations des Nations Unies, évidemment, ils sont un peu fâchés avec est-ce que nous sommes des intermédiaires? Mais ils le sont. Et chaque fois que l'argent passe du budget européen ou du budget français vers les Nations Unies, qui après sous-traitent, ils donnent à un autre, peut-être une ONG du Nord, et puis après, il y a une sous-traitance. À chaque coup, il y a un tout petit peu qui est mangé, n'est-ce pas? Ce n'est pas la corruption, je ne dis pas du tout ça, mais l'effet est un peu la même chose, n'est-ce pas? Et je crois qu'on a intérêt à regarder cette affaire des intermédiaires et finalement, parce que ça rapporte plus aux pauvres victimes, aux bénéficiaires, et ça, c'est quand même notre but primordial. Merci beaucoup.